Merci, Madame le secrétaire perpétuel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je dois vous dire que j'ai une certaine habitude de parler en public, mais là, le trac est là. Le trac est que je vais essayer de calmer en disant toute ma gratitude. C'est un immense honneur d'être reçu parmi l'Académie des sciences. C'est juste à côté de la porte, de l'autre côté de la porte. Mais enfin, je dois vous dire que mon humilité est grande. La gratitude, c'est aussi à tous ces gens qui m'ont permis de faire ce livre, tous les gens de l'Institut Pasteur, et Jean-François, tous ceux que je vois qui sont devenus des amis extrêmement proches. C'est ceux qui, avant, m'ont donné le goût de la science, comme juste derrière moi, le très cher Guylain de Marcilly, qui m'a aidé quand je travaillais sur l'eau. Il y en a bien d'autres aussi, membres de votre académie. Mais celui auquel je pense, c'est bien sûr François Jacob. François Jacob qui était juste de l'autre côté de la porte, à côté de moi. Il était juste en bout de ligne parce qu'il avait une canne et que sa jambe le faisait depuis la guerre toujours souffrir. Et c'est lui qui se moquait de moi, de ma nullité, en disant « Comment se fait-il que tu occupes le 17e fauteuil ?» celui de Pasteur, alors que de tous les êtres que j'ai jamais rencontrés, tu es celui qui est le plus ignorant. Et donc c'est lui qui m'a poussé, c'est lui qui m'a donné confiance, et je dois vous dire, c'est lui qui est toujours là, à mes côtés. Alors, il se trouve que je ne suis pas scientifique, mais je me soigne activement. Et aujourd'hui, comme vous connaissez mieux Pasteur que moi, je vais parler de Pasteur, bien sûr, un petit peu, mais aussi je vais parler de quelqu'un qui a un lien avec l'Hermione. C'est-à-dire, je vais parler d'un navigateur pas négligeable, puisque je vais parler de Christophe Colomb aussi. Et ça m'a toujours fasciné, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui cherchent, mais comme disait le général de Gaulle, j'ai encore plus de respect pour ceux qui trouvent. Et donc, je me suis dit, au fond, comme j'avais travaillé sur Pasteur, et comme juste avant j'avais travaillé sur Colomb, que l'un a découvert l'univers des tout-petits et que l'autre a agrandi la Terre, je me suis dit, au fond, qu'est-ce qui les rassemble? Qu'est-ce qui les fait se ressembler? Est-ce qu'il n'y aurait pas des leçons à retenir de ces immenses explorateurs de la vie et qu'on pourrait utilement apprécier, critiquer, imiter? Alors, je vais vous parler successivement de l'importance du milieu, de la nécessité d'aller sur le terrain, la nécessité aussi de trouver de l'argent, parce que je suis économiste, mais aussi j'ai un esprit concret. Et puis, je parlerai des 3 vertus théologales du chercheur, c'est-à-dire, bien sûr, l'obstination, le courage et la science. Et puis, car j'essaye de me tenir au courant de l'actualité, je me demanderai, comme dans Star Wars, où est la force? Premièrement, l'importance du milieu. Des gens pensent que Christophe Colomb, un beau jour, a décidé d'aller vers l'ouest et que ça s'est bien passé. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et il fait naufrage, il a 22 ans et il fait naufrage au large du Portugal vers 1472 et il se réfugie chez qui? Chez son frère, son petit frère. Et son petit frère, il est cartographe et il est cartographe à Lisbonne. Et Lisbonne est sans doute à l'époque la capitale intellectuelle de l'Europe. Pourquoi? Parce que l'Europe a réussi à se sortir de la mainmise qui était là musulmane à l'époque. Donc, Lisbonne accueille tous les savants qui sont persécutés, notamment les savants mathématiciens et cartographes juifs de la très grande école de Majorque, qui ont été chassés de Majorque et puis chassés de toutes les terres espagnoles. Et ils sont réfugiés là.
Et donc, c'est un milieu intellectuel extrêmement riche, un milieu de cartographes qui rassemble voyage après voyage toutes les informations que ramènent les bateaux, chaque expédition étant financée par le roi du Portugal. Et on fabrique à la fois des vraies cartes qui sont réservées aux navigateurs portugais et des fausses cartes que l'on fait fuiter pour que les concurrents navigateurs rencontrent des rochers et des hauts fonds. Donc, il y a là de l'intelligence économique assez prodigieuse. Et si Christophe Colomb accumule tout ce savoir, c'est grâce à Lisbonne, c'est grâce à son frère, et c'est grâce à tous ces gens qui sont à la fois des concurrents, mais aussi qui l'aident à accumuler tout ce qu'on sait de la navigation sur l'époque. Passons maintenant à Pasteur. Qu'est-ce que c'est que l'École normale supérieure en 1843 quand il réussit à y entrer? Eh bien, il y a les savants les plus importants du temps qui sont soit à l'École nationale supérieure, soit un peu partout, notamment au Collège de France, et ce n'est pas contradictoire. Et il y en a deux qui m'ont toujours passionné, et ça serait intéressant pour moi de continuer ma lutte contre l'ignorance, c'est-à-dire Antoine Jérôme Ballard, qui était pharmacien et chimiste, et puis Jean-Baptiste Biot, et qui a été un de ses grands professeurs. Donc il y a une sorte de climat général de savoir, avec une confiance de l'époque dans le savoir, ce qui m'a très frappé par rapport aujourd'hui, c'est-à-dire la nature est le lieu des dangers, et la science est la réponse aux dangers. C'est-à-dire presque l'inverse d'aujourd'hui, où la nature doit répondre et la science est l'objet de toutes les méfiances, parce que c'est considéré comme le lieu de tout ce qu'on peut imaginer, des mauvais intérêts, des trafics ou des complots. Donc l'enjeu, il est clair là, c'est cet élément de confiance dans le savoir qu'on a dans ce troisième tiers du XIXe siècle. Et donc on a, dans ces deux endroits, Lisbonne d'un côté, vers 1475, et Paris de l'autre côté, on a des lieux de savoir, et on fait confiance au savoir. Grâce au savoir, la vie sera plus large, et la vie sera moins dangereuse. Il y a un autre élément du milieu, c'est que les gens travaillent ensemble. Et ça m'a frappé de voir ça quand j'ai travaillé sur Lisbonne, mais aussi quand j'ai travaillé sur cette époque de Paris, c'est que toutes ces disciplines scientifiques, notamment de la chimie, de la physique et les débuts de cette biologie, ils travaillent ensemble. Et il n'y a que les médecins, pardonnez-moi, qui restent dans leur savoir en dépit de leur inefficacité, qui n'a sans doute jamais été aussi grande, notamment dans le domaine de la chirurgie à l'époque. Ils restent entre eux, alors que tous les autres parlent de discipline à discipline. Et il y a un autre élément encore que je voudrais dire, c'est que de la même manière qu'on ne peut tenir un bateau que s'il y a un équipage, de la même manière, on ne peut comprendre la vie de Pasteur que si on considère l'équipe. Et alors, on m'a souvent demandé, mais il avait un caractère pour le moins difficile, peut-être. Et de temps en temps, il lui arrivait de piquer une recherche de l'un et de l'autre. Hein, le docteur Roux en sait quelque chose. Mais aucun ne l'a quitté, et tous y sont restés jusqu'au bout. Et c'est un des éléments de la continuité de l'Institut Pasteur aujourd'hui. Donc vous voyez, un écosystème, comme on dit maintenant, un lieu d'interdisciplinarité et l'élément de l'équipe. Et ça m'a frappé dans les deux cas. Et entre équipe et équipage, il n'y a que 2-3 petites lettres qui font la différence, et c'est exactement pareil. Et je dois vous dire, ça me frappe beaucoup, puisque, comme vous l'avez un tout petit peu rappelé, mais je navigue beaucoup, et la force de l'équipage, c'est la force du moins bon. Et dans l'équipage, le moins bon, c'est toujours moi. Donc, on m'aide à monter, parce que si on écrase le moins bon, c'est l'équipage dans son ensemble qui est plus bas. Et quand on voit les relations qu'il y avait sans arrêt entre Pasteur et tous ses équipiers, c'est quand même une leçon. Donc, ensemble.
Première leçon de la découverte. Deuxième leçon, aller sur le terrain. Alors, évidemment, avec Colomb, qui, on le disait, était le meilleur navigateur de son époque, il a été partout, il a navigué partout, affronté les plus terribles tempêtes, et il a rassemblé tout ce qu'on savait, à un moment donné, et notamment les légendes. Parce qu'il y avait des bois flottants dont on disait qu'ils venaient vers l'ouest, et il y avait une légende de moines qui auraient été vers l'ouest et qui auraient atteint des îles du devant, les Antilles, origine du mot Antilles. C'est les îles qui sont devant. Donc il écoutait le savoir de sa pratique de la navigation, et en même temps tous les légendes qui le nourrissaient en disant le savoir doit se nourrir de légendes. Pour aller plus loin que le savoir, il faut de la légende. Et moi, en tant que romancier, ça me fascine, c'est ce qu'on appelle le mentir vrai, ou ce que disait Valéry, que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas? Pasteur, c'est pareil. Quand je me plonge dans sa biographie, Pasteur, c'est Maigret. On lui annonce un serial killer qui s'attaque au ver à soie, il va sur place, il regarde. Qu'est-ce qui se passe? Il écoute, il enquête, il voit comment ça se passe. Question d'hygiène, comment ça se... Voilà, à quel moment ça apparaît, à quel moment de l'année, à quelles conditions d'humidité et de température. Aller sur le terrain, c'est aussi être un expérimentateur. De la même manière qu'on ne peut naviguer que si on est bateau pas trop mauvais. Et Dieu sait si les caravelles, quand vous avez peut-être visité une caravelle de Christophe Colomb, c'est quand même, pour avancer un peu sur ce bateau, il faut quand même se lever de bonne heure. Et alors, ce qui est très frappant dans Pasteur en tant que non-scientifique, ce qui m'a évidemment passionné, c'est en même temps qu'il y a des réflexions, en même temps qu'il y a des hypothèses, il y a la création des objets qui permet d'accroître le regard. Et là, je sais qu'il y a les responsables de l'extraordinaire microscope Titan, donc qui est juste à côté là, qui permet de voir encore plus. Monsieur Titan, je vous salue. Et donc, et qui est là à côté. Et moi, je serai à vos côtés pour apprendre plus, parce qu'un curieux veut toujours en savoir. Je vous rappelle l'étymologie du mot curieux. Ça vient du latin cura, qui veut dire la cure, comme dans curatif. Donc, le curieux est celui qui prend soin du monde. Contrairement à ce qu'on dit, la curiosité est un bien défaut. Arrêtez de fréquenter ceux qui vous disent cette phrase-là. Donc, ce que je veux dire, allez sur le terrain, regardez et trouvez les moyens pour faire parler le terrain. Et c'est-à-dire faire confiance aux objets qui permettent d'aller plus loin. Et ceux qui naviguent savent que c'est le bateau, quand il est bien conçu, qui navigue pour vous. Et c'est le ballon à col de cygne qui travaille pour vous et qui vous montre que la génération spontanée est une billevesée. Donc tout ça, c'est la même chose. Allez sur le terrain et trouvez concrètement les mécanismes pour aller plus loin dans le réel. Trouvez de l'argent. Troisième nécessité. Alors, l'argent, on pense que ça vient d'aujourd'hui et que le besoin de trouver de l'argent pour la recherche vient d'aujourd'hui. C'est évidemment complètement faux. Alors, c'est très intéressant parce que à l'époque, il n'y a que de l'argent public. C'est-à-dire il faut trouver les mécènes qui sont là en l'espèce, ou Henri le Navigateur, le prince, ou les rois du Portugal, ou après, privé, il y a l'histoire bien connue de l'Institut Pasteur. Mais ce qui se passe avec Colomb est assez amusant parce que, évidemment, il faut de l'argent pour son voyage. Donc il va voir le roi du Portugal et il lui dit, ben voilà, j'ai un projet, je vais aller vers l'ouest et je vais trouver les Indes. On lui dit très très bien, mais malheureusement pour lui, le roi du Portugal a des conseillers. Et comme je l'ai dit précédemment, il a les meilleurs des conseillers. Il a les meilleurs mathématiciens du temps qui lui disent « Monsieur le Génois, vous êtes un Mickey ». C'est pas comme ça qu'il dit, mais en gros, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que vous avez 2 fois menti. Vous avez menti sur la taille de la Terre. Et depuis Ératosthène, on sait exactement à 5% près quelle est la taille de la circonférence de la Terre. Et vous avez aussi menti sur la taille du continent eurasiatique que vous avez énormément prolongé. Alors évidemment, si la Terre est plus petite et le continent eurasiatique est plus long, le voyage entre Lisbonne et les Indes est aussi beaucoup plus court. Donc vous êtes un menteur, au revoir.
Et c'est pour ça qu'il a trouvé de l'argent simplement en Espagne, parce qu'en Espagne, ils avaient viré les meilleurs, et donc ils étaient complètement incultes. Donc ils ont financé un voyage, et c'est par leur incompétence, et c'est ma chance à moi, c'est par leur incompétence qu'ils ont pu augmenter le monde. S'ils étaient restés à ce qu'ils savaient, on n'aurait pas découvert. Donc c'est la prime à l'ignorance, vous imaginez à quel point ça me réjouit profondément. Ce qui se passe avec Pasteur est différent. On voit très bien, vous savez tous, la rage, le succès, très bien. Et donc, il faut trouver un moyen pour soigner les gens. C'est soigner, et en même temps la recherche, et en même temps la transmission. Donc il y a cette idée absolument géniale de l'Institut Pasteur encore aujourd'hui, vivant et ô combien, et il invente un mécanisme qui a un terme anglais. Heureusement que notre mère supérieure, Hélène Caradanco, c'est pas là, autrement je serais viré, parce qu'il invente le crowdfunding. C'est-à-dire, il demande un peu partout, est-ce que vous n'avez pas un peu d'argent? Alors, il y a des gens très riches, comme le tsar ou l'empereur du Brésil, qui donnent de l'argent, puis des tas qui donnent rien du tout. Mais l'ensemble fait qu'en 3 ans, on achète le terrain et on bâtit l'Institut Pasteur en 3 ans. Et donc, cette date, moi, qui me fascine de novembre 88, donc 3 ans après cette célèbre année 1885, où il y a l'IP, où il y a l'Institut Pasteur. Et là, alors, c'est une accélération, et on voit à quel point on est lent par rapport à cette rapidité-là. Et avec cette modernité inouïe de cette manière de rassembler de l'argent. Maintenant, les trois vertus théologales du chercheur. L'obstination. Alors, vous imaginez ce qu'il a fallu pour Christophe Colomb faire pour naviguer à chaque fois, contre le vent, contre le courant, pour essayer de trouver. Il n'y avait pas des cartes de courant, il n'y avait pas des cartes de vent. Ceux qui pensent une seconde, surtout avec les bateaux qu'on avait, qu'on pouvait partir de Lisbonne, aller plein ouest, ceux-là, ils sont déjà morts et dévorés par les tourteaux. Parce que, évidemment, pour aller vers l'ouest, il faut descendre pour aller prendre 2 courants, l'un de vent, les alizés, et l'autre le courant équatorial. Et on peut revenir, évidemment. Pour revenir, c'est possible. Donc c'est ce qu'on appelait la courbe. Allez la chercher. Donc c'est par le biais qu'on arrive à destination. C'est intéressant. Ayant servi François Mitterrand, ça me rappelait des choses. Avec infiniment de respect, mais c'est vrai qu'il faut s'obstiner, mais pas forcément rentrer dans le mur. L'obstination du très mauvais élève qui est Pasteur. Il n'a quand même son bac de sciences, qui a plus de 20 ans, avec, dit-on, une très très mauvaise note en chimie. Donc encore une fois, ça ouvre des perspectives. Et il y a des tas de parents qui ont eu, la folie d'acheter mon livre, qui me disent « Ah, écoutez, vous redonnez l'espoir pour mon fils qui est nul. » Je dis « il sera peut-être un jour bienfaiteur de l'humanité. » Et regardez ce qui se passe avec le ver à soie. Parce que le ver à soie, il ne sait pas ce qui se passe. Il croit qu'il y a une maladie, il y en a 2. La pébrine et la flacherie. Comment il fait ça? Et donc c'est sans arrêt, avec une obstination de tous les instants et de toute sa famille. Donc, celui qui pense une seconde qui peut être chercheur sans être obstiné, mais qui change de métier, qui soit dans la pub ou je ne sais pas, mais regardez, mais même David Bowie, que je salue, et je suis tellement content, je pense que c'est la première fois qu'on parle de David Bowie dans cette assemblée. Dieu sait, il pourrait avoir, alors ça serait peut-être un peu de multicolore ici, mais ce David Bowie, c'est l'exemple même de l'obstination. Je ne connais personne qui crée, qui découvre, qui ne soit obstiné. Deuxième vertu, le courage. Vous imaginez pas ce que c'est qu'aujourd'hui d'aller aux frontières du monde connu. Relisez les 2 journaux, enfin le journal de Christophe Colomb, et comment il a 2 mesures. L'une pour lui-même d'avancer, et l'autre pour son équipage, où il diminue de 30 à 50% le nombre de distances parcourues pour moins les effrayer. Pourquoi? Parce qu'on pensait, et quand on voit les annotations de Christophe Colomb sur ses livres, qui avaient rassemblé un peu tout ce qu'on savait à l'époque, on avait peur de se dire on va dans des endroits où il va faire chaud de façon insupportable, où on va tomber dans des gouffres. Donc le courage, même courage, c'est Pasteur, évidemment. Même courage, imaginez ce que c'est que l'été 85. Il fait son traitement avec des risques, comme on sait, et c'est pas l'occasion, mais on pourra un jour ou l'autre, et le plus tôt serait le mieux, d'aborder vraiment la question de la vaccination.
qui, je dois vous dire, m'énerve beaucoup, dans un sens qui doit sans doute être le vôtre. Et donc, ce qui se passe à cette époque, ce moment-là, donc il y a le traitement. On ne sait pas, c'est dangereux, c'est risqué, c'est la première fois. La grande majorité de son équipe dit on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, on y va quand même, on a su sur les chiens, sur les lapins, mais les êtres humains, c'est quand même différent un peu quand même. Donc on y va quand même. Donc c'est là, le courage, faut y aller. On imagine ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. C'est encore pas aujourd'hui qu'on abordera la question du principe de précaution, mais quand vous voulez, à la fois en tant qu'ami du progrès et conseiller d'État, honoraire, mais un peu encore quand même conseiller d'État. Donc, ces questions clés de ce courage. Et alors, ce qui est très intéressant psychologiquement, c'est que donc, il suit le traitement, bien sûr, et puis après, il va en vacances. Les premières vacances de sa vie. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une sorte de terreur, il va à Vézelay, je ne sais pas s'il prie, j'en sais rien, mais il va à Vézelay, et après, on attend, jour après jour. Et quand il y a des bonnes nouvelles du Joseph Meister, encore une journée de gagné. Parce que ça veut dire cette angoisse. Donc on peut avoir une vie sans angoisse. Mais quelque chose me dit, quand vous réfléchissez en vous-même, tout, sans exception, que vous avez fait de mieux et qui vous restera à l'heure dernière, vous l'avez fait sans répondre au principe de précaution. Notamment vous marier, et pire en ce qui me concerne, vous remarier. Dernier point, dernière vertu. Après l'obstination et le courage, il y a évidemment la chance. Alors, si les Antilles n'existent pas, eh bien, Christophe et son équipage et ses 3 bateaux, ils sont morts. Ils étaient à bout. D'abord, il y avait des mutineries partout, et puis ils n'avaient plus d'eau, ils n'avaient plus rien, etc. Et puis brutalement, on voit des lumières. Et moi, je pense évidemment à ce moment formidable, dans cette nuit du 11 au 12 octobre, où au large, comme ça, des Barbades, ils voient un peu de lumière, et hop, la Terre est là. Chance, chance. Alors évidemment, on va dire la phrase magnifique, tellement de fois prononcée par Pasteur, qui est la chance ne sourit qu'aux esprits préparés. Ce qui est évidemment ce qu'il faut dire sans arrêt dans les classes, où je vais, sans arrêt, sans arrêt. Mais moi, je vais trouver, prépare-toi, petit loup. Comprenez? Passe ton bac d'abord. Donc c'est ce qu'on dit un peu. Et donc, et Pasteur, c'est ce qu'il raconte sans arrêt. C'est-à-dire, évidemment, la chance sera là. La chance ne va pas favoriser tout le monde, mais il faut la préparer. Donc, et ma conviction est totale aussi sur ces points, c'est-à-dire les 3 leçons clés pour découvrir, c'est l'obstination, c'est le courage et la chance. Dernier point, la force. Alors, d'où vient cette force de tant d'années, de tous les jours, pour réussir à découvrir? Alors, il y a une volonté de gloire, bien sûr, bien sûr. Et c'est amusant parce que quand vous comparez un peu les titres qu'ils ont voulu et qu'ils ont tout fait pour avoir, l'un c'est ce titre magnifique, on pense que c'est un peu redondant, mais non, amiral des mers océanes. Ça vaut bienfaiteur de l'humanité dans l'ordre de la géographie. Amiral des mers océanes. Franchement, j'ai pas envie de beaucoup de titres, mais là, même vice-amiral m'irait bien, même contre-amiral m'irait bien. Et donc, ils sont tous les deux des constructeurs de tombeaux de leur vivant. De tombeaux au sens du tombeau de Couperin, de ces choses-là. C'est-à-dire, ils construisent leur gloire. J'en ai connu d'autres parmi les chefs d'État qui construisaient leur gloire, qui construisaient leur tombeau. Et donc, c'est évidemment un moteur inouï. Quelle trace je vais laisser dans l'histoire? Évidemment, c'est un moteur à nul autre pareil. Et puis, il y a la confiance, bien sûr. Il y a la confiance de l'amour des parents, je vais y revenir. On sait rien de la vie de Christophe Colomb, la présence de sa femme, bien sûr. Il y a Arbois. Moi, je dois dire que j'ai découvert le Jura, j'ai découvert Arbois, et j'ai compris ce que ça voulait dire, ayant d'autres attachements pour d'autres terres, plus maritimes, mais ce que ça veut dire de revenir chaque été. Et là, rien n'est plus beau, rien n'est plus explicatif que la mythologie, puisqu'on parle de l'histoire d'Anté, qui est roi de Libye et fils de Poséidon, et qui se bat avec tout le monde, il gagne tout le monde, il remporte la victoire sur tout le monde, sauf avec Héraclès qui a compris que la force d'Anté, c'était de reprendre pied et force sur terre. Donc il le soulevait, et comme il a réussi à le soulever,
il n'avait plus de force. Et quand on n'a pas de lieu où on revient, on se nourrit, eh bien, on perd sa force. Donc, ce que c'est Carbois pour lui, alors, je ne vais pas oublier de saluer Dole, parce que je sens qu'il y a une vraie tension dans le Jura et que je veux avoir la possibilité de revenir dans le Jura et de ne pas être considéré comme tricard et qu'on m'en retire mon visa. C'est vrai que Pasteur est né à Dole. Il est, n'oubliez pas, les Dolois, j'ai dit Dole. Et donc, mais je dois la vérité de dire qu'il n'est resté que 2 ans et 7 mois. Tout le reste, c'est Arbois. Donc, on n'y peut rien. Ou Dole aime la vérité, ou pas. Et à ce moment-là, j'aurais du mal à y retourner. Dolois, Doloise, je vous embrasse. Qu'est-ce qu'une vie? Qu'est-ce qu'une vie? C'est une succession d'heures, de jours et de nuits qui se ressemblent. Et puis, il y a 2-3 moments qui sont des moments clés et qui résument tout. Et c'est ça, en tant que romancier, qui me frappe. Et j'aurais pu retenir pour la vie de Christophe Colomb une nuit. Et j'ai eu à choisir pour la vie de Pasteur un jour, dans toute sa vie, ô combien glorieuse. Christophe Colomb, c'est ce dont je parlais la nuit du 11 ou 12 octobre 1492. La petite lumière, le marin qui trouve. D'ailleurs, on lui promet une récompense qu'on ne va pas lui donner. Mais, le moment donné, s'il ne trouve pas ça, Christophe Colomb n'est pas Christophe Colomb. Alors, Pasteur, que retenir? Évidemment, l'été 85, sur la rage. Mais j'ai une autre date, voyez-vous. C'est une date qui est une date d'un mois d'octobre 1838. Pasteur a 16 ans. Son père, Jean-Joseph, l'a envoyé dans un pensionnat parce qu'il trouvait que le niveau à Besançon n'était peut-être pas complètement suffisant. Donc il est là, et d'après tous les échos qui reviennent au Jura, dans le Jura, on dit qu'il ne va pas bien, il ne mange plus, il ne dort plus, et bref, profonde dépression. Et le père Jean-Joseph arrive, et il demande où est son fils, on lui dit voilà, il est là, il dit rien, il ouvre les bras, et il revient avec son fils. Et là, j'ai essayé de trouver, ça c'est le travail peut-être du romancier, d'essayer de trouver en quelques mots le résumé de tout cela. Et là, Pasteur sent que l'amour que son père avait pour lui était plus forte que l'ambition qu'il avait pour lui. Et moi, je fais partir la confiance que Pasteur avait en lui-même dans cet instant-là où l'amour est plus fort que l'ambition. Je vous remercie. Et je voudrais, parce que il y a des amitiés, et puis il y a des passions. Donc, après moi va enfin parler un vrai savant, c'est-à-dire Maxime Schwartz. Et donc, moi, j'adore les histoires bien racontées. Et il y a un duo magnifique d'Annick Perrault et de Maxime qui raconte les histoires de Pasteur et qui donne la vie. J'aimerais qu'il y ait des séries sur Pasteur. Parce que ce qu'il a fait sur Coq-Cor, c'était inouï le duel qui était là. Et donc, je voudrais vous dire de vous précipiter sur un titre que j'ai lu avec passion et qui s'appelle « Le génie de Pasteur au secours des poilus ». Donc vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses, évidemment sur Pasteur, évidemment sur la bactériologie, mais aussi sur la guerre de 14-18, d'un point de vue que vous n'auriez jamais imaginé. Maxime et Annick, je vous embrasse. C'est l'habitude dans les séances publiques de poser des questions, donc vous pouvez tous poser des questions. Je vais essayer de les prendre après, les unes après les autres pendant un quart d'heure à peu près. Alain Aspect. Une question de quelqu'un qui n'est ni pastorien ni même biologiste. Eric, peut-être que vous pouvez rester là. Oui, d'autant plus que si je ne sais pas répondre, c'est Maxime qui répond.
Voilà. Je suis sûr qu'il saura répondre, mais je pense que vous avez un point de vue qui devrait être intéressant. Il y a, pour le public non pastorien, il y a un personnage extraordinaire dans la saga de Pasteur, c'est Yersin. Bien sûr. Quelles ont été les relations entre Pasteur et Yersin? Parce que c'était des sacrés caractères. Alors, je passe la parole à Maxime, qui a fait un livre sur Pasteur et ses lieutenants. J'ai peu parlé de Pasteur parce qu'il y a un livre, un roman qui a été fait sur la peste et le choléra, qui était un livre formidable sur Yersin. Donc, enfin, on a rendu hommage à Yersin. Et j'ai rendu visite au Vietnam, à l'endroit où était Yersin, à la fois dans son laboratoire, mais en même temps dans cet endroit où il est enterré, sa petite ferme, qui est extrêmement émouvant. Donc, Maxime, c'est à toi. Je peux peut-être préciser ma question. Oui, mais ça sera toujours Maxime qui répondra. Pour que vous ne vous défiliez pas, il me semble que l'attitude d'un certain nombre de pastoriens a été remarquablement ouverte vis-à-vis de cet uluberlu qui était Yersin. C'est-à-dire, ils ont compris qu'il était tellement brillant qu'on pouvait tout lui passer. Est-ce que Pasteur lui-même a été aussi tolérant vis-à-vis de Yersin que d'autres pastoriens? Voilà, je précise ma question. Donc Maxime va commencer par répondre et puis je donnerai un point de vue non autorisé mais voilà, mais c'est lui qui sait. Mais je vous dirai 2-3 trucs après. Que je sais, c'est peut-être beaucoup dire. Je n'étais pas dans l'esprit de Pasteur. Il n'y a pas vraiment de traces à ma connaissance de mésentente entre Pasteur et Yersin. Yersin était un grand admirateur de Pasteur. Il voulait absolument travailler dans son laboratoire. Il y est parvenu. Il a fait avec Roux une découverte majeure sur la toxine diphtérique. Mais son problème, c'est qu'il avait envie de voyager, de voir le monde, et en particulier, on lui demandait à Pasteur, et c'est Roux qui lui demandait de participer à l'enseignement de la microbiologie, et Yersin n'aimait pas du tout ça. Il traitait les élèves de pignoufles, pour vous dire ce qu'il en est. Donc, il n'avait pas envie de rester là. Il voulait voir le monde, et il est parti en Extrême-Orient, il est parti en Indochine, et on pouvait croire qu'il était perdu pour la science, puisqu'il était là-bas comme médecin de bord dans un bateau de la messagerie maritime. Et puis, il se trouve qu'il y a eu la peste, qu'on a décidé de demander à Yersin, qui était sur place, d'aller essayer de trouver le microbe de la peste à Hong Kong, ce qu'il a fait, il l'a découvert, etc. Et puis il est revenu à Nha Trang. Mais il a passé, en fait, l'essentiel de sa carrière là-bas, ce qui est aujourd'hui le Vietnam. Donc il n'est pas resté très longtemps à l'Institut Pasteur, et je ne crois pas qu'il y ait eu de problème particulier. Pasteur était quand même aussi déjà assez âgé à ce moment-là. Oui, ce qui se passe, il faut aller là-bas. Alors Nha Trang, aujourd'hui, j'y allais... attiré par la légende. Nha Trang aujourd'hui, c'est une sorte de station un peu thaïlandaise où les gens des pays sans soleil viennent à la fois prendre le soleil et puis des jeunes filles locales. Donc c'est pas passionnant et on n'est pas dans la ferveur. Alors que juste à côté, à une vingtaine de kilomètres, quand on va dans cet endroit-là, alors on est vraiment dans cette vie, dans cette biographie incroyable. Parce que, évidemment, il est dans la biologie, dans ces recherches-là. Il incarne bien ce qu'on dit. L'histoire, c'est la rencontre d'un homme particulier, d'une circonstance. S'il n'y a pas cette circonstance, il ne découvre pas, comme ce qui se passe avec Colomb. Et il faut savoir, la personnalité très très riche de Yersin, c'est qu'en même temps qu'il fait ça, il est fou et le musée est très très bien fait à Nha Trang, parce qu'on voit les différentes passions de Yersin. En gros, on ne sait rien de sa vie intime, mais je ne sais pas s'il en a beaucoup, parce que tout le reste l'occupe tellement. Et donc, il est passionné, notamment de mécanique, parce qu'il se fait livrer les premiers essais d'hélicoptères, la première voiture. Il a des voitures en serpolet, etc. Et c'est un grand lecteur de romans policiers du début de la collection Le Masque. Donc, c'est une personnalité très complexe, très solitaire, adorée, et qui a... rejoint le panthéon des divinités vietnamiennes. C'est-à-dire qu'il y a un petit temple qui veille sur sa tombe, où on voit Yersin avec les bâtonnets d'encens et avec malheureusement des petites coupelles qui sont parfaites
pour développer les œufs de moustiques. Je peux préciser que ce fameux musée Yersin dont vous parlez, c'est Annick Perrault qui l'a conçu. Annick, nouvelle occasion de vous saluer. Et alors, juste Annick, je voudrais juste dire un point, parce qu'on s'est rencontrés à Blois, au rendez-vous de l'histoire, et nous discutions, et nous voyions arriver quelqu'un. Et alors, il est très gentil, cette personne vient et nous dit « Bonjour, je suis le petit-fils ». Alors, Annick et moi, on dit « Oh là là, le petit-fils ». Et c'était le petit-fils de Joseph Meister. Ah non, mais Annick et moi, nous avons des relations. Peut-être que vous devriez dire pour les gens qui ne connaissent pas qui était Joseph Meister. Oh, attendez, quand même. N'accusez pas l'enseignement de la République. C'est du niveau du certificat d'études. Je vais prendre une question, monsieur. Monsieur Orsenat, vous me connaissez, je suis monsieur Loriose. Nomade 22, ça vous dit quelque chose? Mais ça me dit tellement quelque chose que je m'étonne que vous posiez seulement la deuxième question. Oui, mais je vais déjà vous poser une question avant que vous me donniez la réponse. Oui. Si vous voulez, vous nous avez fait une très bonne conférence, aussi bonne que votre livre, qui est merveilleux. Seulement, vous nous avez mené un peu en bateau avec Christophe Colomb, ce qui était très agréable. Mais j'aurais voulu que vous parliez un petit peu des oubliés de la science pasteurienne, parce que, bon, Pasteur, on peut pas s'épanouir à sa gloire que de dire qu'il a été plus un homme de synthèse qu'un homme de découverte. Donc, il a beaucoup utilisé les travaux des autres et il leur a pas tellement rendu grâce. Quand il les citait, c'était pour les détruire et il était vraiment très agressif. Tellement agressif que dans cette assemblée, quand il est rentré à l'Académie des sciences, il a dit que l'Académie des sciences, c'était la médiocrité qui faisait la majorité. Je trouve que c'est quand même pas très gentil. Ensuite, il a dit qu'il y avait que des ignares, des botanistes qui n'avaient jamais rien fait, qui ne feraient jamais rien, et qu'ils n'étaient pas capables d'en faire autant que lui. Bon, ça c'est quand même, déjà il était à ce moment-là pas handicapé par la maladie, parce qu'après on m'a dit il a été méchant avec ses adversaires, parce que il était... si vous voulez, outré de voir que ces gens qui lui tenaient tête étaient dans l'erreur. Bon, est-ce qu'ils étaient tous vraiment dans l'erreur? C'est ça la question qu'on peut se poser. Or, quand on se la pose aujourd'hui, on s'aperçoit que tous ceux qui sont opposés à lui étaient des gens très titrés. Monsieur, quelle est votre question? Alors, ma question, c'est que j'ai dans ma région, à Beaune, un monsieur qui s'appelle Verniette de la Motte. Bon, je vous cite cet exemple parce qu'il n'est pas tellement cité. On parle de Béchamp. Mais il y a quand même deux monuments. Il y a un monument de Béchamp à Bassinques pour la gloire de Béchamp qui a trouvé la pébrine et la flacherie. Et puis il y en a un autre à Alès pour Pasteur. Donc il y a un monument de trop. Je vous demande de savoir lequel il faut enlever. Je ne sais pas. Mais Verniette... Monsieur, une question. Vous avez déjà posé une question. Donc un Beaunois qui a chauffé du vin. Question. Bon, et ce Beaunois a repris les travaux de Nicolas Appert. Mais monsieur, laissez-moi poser ma question, puis après j'arrête. Non. Bon. Et Nicolas, j'ai bien compris votre question. Et dans cette relation, on a la question sur les deux monuments déjà. Vous avez le baron Thénard qui a dit Verniette a codifié la technique de Nicolas Pasteur, de Nicolas Appert, mais Pasteur n'a fait que copier les travaux de Verniette le baron Thénard, je pense que c'est quand même, il était peut-être académicien d'ailleurs, et c'était quand même un professeur au Collège de France, donc je pense que ce serait bien qu'on réhabilite un petit peu tous ces gens. Pasteur avait proposé à Verniette une association. Monsieur, s'il vous plaît, on vous demande une question. On vous demande un commentaire. Donc ce que je voudrais, c'est qu'on remette un petit peu dans le circuit. Vous avez dit que vous n'étiez pas scientifique. Donc ça vous met hors de cause. Non, mais je sais, puisque votre dernier mail, qui sont toujours charmants, en disant que j'ai une certaine qualité littéraire, mais que scientifiquement je suis nul. Donc j'assume ma nullité. Ce que je voudrais juste dire, et puis je vais passer la parole à Maxime, mais ce que je voulais vous dire, c'est que dès que, et ça c'est un élément de la découverte, dès que vous avez quelqu'un qui découvre quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui dit deux choses. D'abord, c'était une mauvaise femme ou un mauvais mari. Troisième chose, il ne s'est pas occupé de ses enfants. Et troisième reproche, quelqu'un l'avait découvert avant. Toujours. Donc, vous êtes dans cette catégorie estimable
mais relativement limité. Non pas intellectuellement, puisque vous êtes le scientifique et je suis l'ignare, et c'est la raison pour laquelle je passe la parole à Maxime. J'ai pas de droit de réponse, hein? Non, non. Non, monsieur, vous venez. Non, mais rejoignez l'Académie des sciences et vous aurez la possibilité de discuter avec vos pairs. Maxime. Bon, je vais juste dire quelques mots. On pourrait parler pendant très longtemps sur ce sujet. Comme vient de le dire Eric Orsena, en fait, à chaque fois qu'il y a des découvertes, on voit qu'il y a eu des précurseurs. Et dans le cas de Pasteur, c'est vrai, sauf peut-être dans le cas de ses premiers travaux sur la dissymétrie moléculaire, dans tous ses autres travaux, il y a eu des précurseurs qui avaient déjà trouvé en partie des choses. Mais c'est toujours Pasteur qui a fait des expériences rigoureuses et convaincantes et qui est arrivé à faire connaître ses travaux à la communauté, au grand public, et ces découvertes ont ensuite pu recevoir des applications qui étaient bénéfiques pour l'humanité. Alors, on ne va pas entrer dans le détail de toutes les reproches qui ont été faits à Pasteur, mais bon, celui que vous venez de citer, effectivement, ce monsieur Verniette, avait, prenant la suite de Nicolas Appert, montré qu'on pouvait améliorer la conservation du vin en le chauffant. Mais ni Appert ni lui n'avaient de base à ce chauffage. C'est Pasteur qui a compris que si les vins ne se conservaient pas, c'est parce qu'il y avait des mauvais microbes, entre guillemets, qui se développaient et qui transformaient le vin. Donc, ayant compris quelle était la cause des maladies du vin, comme on les appelait, il a mis au point la pasteurisation, qui a donc permis de mieux conserver le vin. On a beaucoup parlé du cas de Toussaint, qui aurait inventé la vaccination contre le charbon avant Pasteur. Bon, il est exact que Toussaint est arrivé à obtenir l'immunité de mouton contre le charbon, mais en fait, il s'est énormément contredit. Il pensait d'abord qu'il inoculait des bactéries tuées, ensuite c'était plus des bactéries tuées puisque son vaccin tuait en fait les animaux, etc. C'était très compliqué parce qu'en fait toutes ces affaires-là sont extrêmement complexes, ça ne se résout pas en 30 secondes. Et au bout du compte, c'est Pasteur qui a vraiment mis au point une méthode reproductible pour faire la vaccination. On parle beaucoup de Galtier, dont on dit c'est lui qui a inventé la vaccination contre la rage. C'était un médecin qui il a trouvé quelque chose de très important, c'était qu'on pouvait effectivement immuniser contre la rage. Ce qu'il faisait, c'était qu'il injectait par voie intraveineuse du virus actif de la rage. Il se trouve que par cette méthode-là, le virus ne va pas très vite dans le système nerveux et donc ça donne le temps au système immunitaire de se développer et de se défendre contre le virus. Mais Galtier n'a absolument pas mis une méthode qui soit mis au point une méthode qui soit utilisable chez l'homme et comme l'a fait Pasteur. Et Galtier a aussi fait quelque chose d'important, c'est de montrer qu'on pouvait transmettre la rage au lapin et c'est beaucoup plus facile de travailler avec un lapin enragé qu'avec un chien enragé, comme vous pouvez imaginer. Donc c'est vrai qu'il y a eu des précurseurs, c'est vrai que Pasteur n'a pas toujours été fair-play, ça je reconnais tout à fait ce que vous dites, il était du genre, et on va le revoir tout à l'heure dans le cas de ses disputes avec Corr, il n'aimait pas trop qu'il y ait des gens qui soient sur son terrain, et il avait quand même tendance à les ignorer. En cela, vous avez parfaitement d'accord, mais il n'en reste pas moins que les découvertes qui ont été attribuées à Pasteur, c'est vraiment Pasteur qui les a faites, même s'il a profité de ce qui a été fait avant lui, comme c'est le cas pour toutes les découvertes. Voilà.